Bonjour les entrepreneurs ambitieux. Bonjour! Bienvenue dans ce nouveau format, un test qu'on fait d'une nouvelle émission où on va vous parler de sujets d'actualité ou de sujets d'études qui sont réalisées récemment. On est abonné à pas mal notamment de magazines, de choses comme ça. Et lorsqu'on trouve des articles intéressants, on se dit pourquoi pas les partager avec vous et surtout partager notre avis sur le sujet. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour la première. Une nouvelle étude de Havas est sortie il y a peu de temps et on voulait débriefer de ça avec vous. C'est une étude sur les marques significatives qui a été faite auprès de un peu plus de 90 000 personnes dans le monde et plus de 1300 entreprises. Et le but en fait de cette étude était de savoir quels étaient les principaux axes pour faire grossir les marques aujourd'hui, de nos jours. Et donc l'étude a permis de lever 8 axes et on va débriefer de ça avec vous tout de suite. Avant de parler des 8 axes, en fait, l'étude a ressorti un constat global sur différents chiffres. Je vous laisserai aller les regarder. Le constat qui a été réalisé, c'était que les particuliers attendaient différentes choses de la part des entreprises et des marques. D'un côté, il faudrait qu'elles s'engagent dans la société, donc d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, etc. Et de l'autre côté, on attend des entreprises qu'elles répondent à notre besoin, nos usages, qu'elles soient abordables, pas chères, qu'on puisse tous se les permettre et puis finalement qu'elles soient accessibles, faciles d'utilisation, etc., etc. Donc elles doivent d'un côté travailler pour la société et de l'autre côté travailler pour notre usage personnel. Donc c'est parti pour les 8 axes. Donc premier axe. Donc le principe, c'est de dire que les marques doivent aujourd'hui rendre les personnes, leurs clients, mentalement meilleurs et physiquement meilleurs. Pour simplifier, c'est faire en sorte de promouvoir notamment les nourritures healthy, le sport, et pourquoi pas aussi tout ce qui est bien-être en la fait. méditation, etc. Donc tous ces sujets-là. Donc pour moi, ce qui est important à noter, c'est que c'est pas que vers les clients que c'est important, c'est aussi en interne. Donc grosso modo, je dirais que vers l'extérieur, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On peut prendre l'exemple de la marque Decathlon, qui a développé énormément d'applications pour le bien-être, pour le sport, etc. Et même aussi qui vend des produits de plus en plus variés autour de ces notions-là, que ce soit même des produits alimentaires d'ailleurs. Et vers l'intérieur, c'est faire en sorte que au sein des entreprises, les employés soient aussi dans un environnement qui leur permette d'être mentalement et physiquement bien. Donc il y a de plus en plus de startups qui, lorsqu'ils s'installent dans des bureaux, mettent une salle de sport à disposition, mettent une salle de sieste, mettent créer un environnement de bien-être global. Il y a même des nutritionnistes qui viennent aussi dans ce genre d'entreprise. Pour le coup, il me semble que le point se concentrait plutôt pour le public et non pas pour les salariés. Mais c'est bien de mettre en avant les salariés parce qu'au final, c'est aussi contribuer à la société. Moi, j'ai plutôt noté d'autres entreprises, donc Fitbit. C'est un petit peu le même thème que Decathlon, qui a développé des montres qui vont nous permettre de suivre notre activité, notre bien-être au quotidien, notre sommeil, notre méditation, yoga, etc. Et d'ailleurs, le rachat de Fitbit par Google montre que Google a pour intérêt d'aller dans cette direction-là, oui. Nous avons Calm, Petit Bambou, tout ça qui ont énormément de succès dans le domaine de la méditation. Et puis, pour ma part, je suis allée chercher les gros fails. Donc, j'ai trouvé une entreprise qui s'appelle Juicero ou Juicero qui a sorti en fait une machine à jus. Alors, le concept est simple, il y a une machine qui vaut 600 $ qu'on achète, qui est, on dirait un iPhone, elle est tellement sexy, belle, etc. Et puis en fait, on l'alimente avec des sachets. Tu sais, comme on met les dosettes de café, on met un sachet dedans. Et puis la machine, elle va presser le jus pour sortir le jus. Et bien en fait, il y a eu une campagne de décrédibilisation monstrueuse. Déjà, cette machine a eu un gros succès à l'achat, au lancement. Et en fait, il y a une entreprise qui est allée acheter juste les sachets. Et ils ont sorti une vidéo YouTube où ils pressaient à la main les sachets. Et effectivement, il y avait exactement le même jus que si tu achetais la machine à 600 balles. Donc, en fait, ce que tu achetais, c'était une briquette de jus de supermarché, quoi, en fait. Il y a aussi Gwyneth Paltrow qui a un site ou un blog, un truc qui s'appelle Goop, et sur lequel elle donne
énormément de conseils pour le bien-être, pour la méditation, etc. Pour l'alimentation. Et il s'avère qu'en fait, elle a fait un gros scandale, on va dire, parce que en fait, énormément des affirmations qu'elle donne dans son site n'ont absolument aucune base, que ce soit sur la santé ou scientifique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, elle a été condamnée à 125 000 $ d'amende aux États-Unis pour mensonge. Globalement, oui, bien-être mental, oui, bien-être physique, mais le faire bien c'est des sujets qui sont sensibles, qui sont importants. Donc, faut pas juste se lancer et prendre le public pour des idiots, en fait. Ouais, et ce sont surtout des sujets qui attirent énormément aujourd'hui. Dès qu'on dit au public qu'on va les aider effectivement à se sentir mieux dans leur peau, à perdre du poids, etc. Tous ces arguments-là, ce sont des arguments où les gens vont cliquer très facilement, vont aller voir facilement. Donc si derrière, il y a comment dire, malfaçon, ça engrange des pertes encore plus importantes. Donc comment notre public entrepreneur pourrait mettre ça à son bénéfice pour grandir en 2023-2024 ? Par exemple, tout simplement, si vous avez un produit qui est dans cette gamme, healthy, donc sport ou mental, déjà vous êtes dans la bonne cible, vous êtes dans la bonne thématique. Mais pour tous les autres, n'hésitez pas à réfléchir à ce que vous pourrez faire pour améliorer ça. Donc faire en sorte, par exemple, de trouver des arguments complémentaires ou des produits complémentaires à ce que vous vendez pour aller dans ce sens-là. Ok. Deuxième attente du public, donc qui pourrait aider les entreprises à grandir, ce serait de faire plus, se sentir plus. Alors, pour être plus clair, on va parler de faire plus, donc gagner plus d'argent, faire plus d'activités, plus de sorties en famille, se sentir plus sûr de soi, se sentir plus en forme, plus énergique, etc., etc. Et globalement, se sentir mieux dans sa maison, plus belle, plus propre, plus confortable, plus voilà. Ouais, en 2 mots, c'est améliorer le quotidien et la joie des gens, quoi. C'est ça, exactement. J'avais noté d'ailleurs que dans cette étude, ils indiquaient aux marques qu'il fallait absolument devenir des service providers, voire même des conseillers ou des gourous auprès de leur clientèle, que c'était vraiment ça qui était attendu par les clients. Donc avoir des marques qui leur donnent des indications pour faire mieux, pour faire plus, et se sentir plus. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est lié pour moi à la communication, au fait de, pourquoi pas, de tisser des partenariats avec des coachs. Et il y a un exemple qui est assez marquant, c'est la notion de coaching des consommateurs. Et aujourd'hui, on peut le voir au quotidien avec les émissions de télé, notamment qu'on peut appeler le télécoaching, comme Belle toute nue ou Pascal le grand frère, qui sont vraiment orientés là-dessus, c'est-à-dire faire en sorte de montrer du coaching de consommateurs directement. Donc on est nous-mêmes consommateurs en regardant la télé, et on peut appeler Pascal le grand frère si on a un problème similaire pour le résoudre. Et donc c'est un exemple. J'espère jamais avoir à le contacter quand même. Oui. Alors de mon côté, j'ai trouvé Babel, qui est une entreprise qui permet d'être meilleur en langue, d'apprendre, de se former tout seul de chez soi. Un petit coach au bout du téléphone. Pour gagner plus, en fait, on va avoir des sites comme Malte, par exemple, qui vont nous permettre de trouver des missions en plus du travail ou voire se lancer en freelancing très facilement, accessible à tous, à disposition, etc. Et puis, on va trouver Tinder pour se sentir plus beau, pour faire plus de rencontres, etc., etc. Côté négatif, on peut regarder les social media, tous les médias sociaux qui vont instaurer une comparaison sociale, une comparaison aux autres, généralement négative, du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi. Et puis en dernier, j'ai trouvé Robinhood, qui serait un outil de trading qui est risqué. Toi qui t'y connais un petit peu plus que moi, tu peux... c'est surtout qu'il y a eu c'est des outils de trading qui sont très accessibles, donc c'est une application donc facilement utilisable pour s'enrichir en théorie, c'est ce qu'ils vendent, mais par contre comme n'importe quel
outil de trading, les personnes qui ne sont pas formées ont un risque très élevé de perdre plutôt que de gagner. Même les personnes bien formées perdent au trading. Donc c'est vrai que Ouais, alerter sur les c'est risques. exactement, encore une fois, sous le couvert de dire que la personne va gagner plus, au final, elle risque de perdre encore plus que ce qu'elle avait. Et de manière générale, ce qui est important de dire, pour notamment si vous êtes entrepreneur, si vous faites du coaching, c'est déjà le cas, vous accompagnez déjà vos clients à faire plus. Maintenant, tous ceux qui vendent des produits, quels qu'ils soient, essayez de penser à cette approche. Rajoutez un côté coaching, rajoutez un côté formation. Ne laissez pas votre client juste avec votre produit et se débrouiller avec. C'est un moyen vraiment d'améliorer votre marque pour aller dans ce sens-là. Moi, j'irais même plus loin, en fait, parler de comment la personne va se sentir après ou avec le produit. Qu'est-ce qu'elle va ressortir en plus. Beaucoup de marques et beaucoup d'entreprises, en fait, focalisent sur la technicité de ce qu'elles offrent et non pas sur ce que ça va changer dans la vie de la personne qui achète. Moi, si j'achète un robot aspirateur qui va faire le tour de ma maison, etc., oui, je sais qu'il aspire, oui, potentiellement il fait pas de bruit, oui, potentiellement il peut tourner pendant que je regarde la télé, etc. Mais c'est quand même bien plus cool de me le vendre en mode bah, je vais pouvoir sortir plus, passer plus de temps avec les enfants, la famille, les amis, etc. plutôt que de me le vendre en mode juste il fait pas de bruit, X décibels, enfin telle puissance d'aspiration et compagnie. Alors, sur ce sujet-là, bon, sur lequel les médias ont beaucoup parlé, on va retrouver beaucoup de sociétés qui vont s'y mettre. Des sociétés dans la mode, principalement, dans la beauté aussi. Par exemple, on va retrouver Fenty Beauty, la marque de Rihanna, qui va sortir des produits différentes teintes, avec vraiment des gammes de teintes énormes. Alors qu'avant, en fait, les entreprises sortaient 5-6 teintes de fond de teint, et puis si tu collais pas dans une gamme, bah, tant pis pour toi. Aujourd'hui, on sort énormément de collections avec énormément de couleurs pour que tout le monde y trouve son bonheur. Du côté négatif, on va retrouver toujours dans la mode, la beauté et tout ça, on va retrouver Dove avec des pubs qui ont été jugées racistes à certains moments. On va retrouver également H&M qui a fait il y a quelques années un sacré bad buzz en fait en mettant dans sa publicité un enfant de couleur dans sa publicité avec un t-shirt Coolest Monkey in the Jungle, donc le singe le plus cool de la jungle. Enfin, on comprend en quoi c'est quelque peu inapproprié. Voilà, sujet à controverse qui peut créer des énormes bad buzz, donc ça peut vraiment détruire l'image d'une marque. Au contraire, si c'est bien traité comme sujet, ça peut vraiment mettre en avant certaines marques. Bah, ce que j'aime bien dans l'exemple de Fenty Beauty, en fait, qui sort justement des énormes palettes de couleurs sur ses produits, c'est qu'en fait, avant, les gens se disaient cette marque est pour moi, cette marque n'est pas pour moi. Aujourd'hui, bah, la marque, elle est pour tout le monde. Et donc, en fait, elle s'ouvre le marché entier, en fait. Oui, tout à fait. Là, je pourrais pas non plus les citer, mais je sais qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo grand public qui proposent des réglages hyper poussés pour pouvoir les rendre accessibles à n'importe qui. On peut régler les couleurs pour que même des personnes qui ont des problèmes de daltonisme, et selon le type de daltonisme, vont choisir des palettes de couleurs différentes pour le jeu, pour bien voir ce qu'il y a à voir. Il peut y avoir des réglages de son particuliers, il peut y avoir des sous-titres qui expliquent pour les non-entendants. Plein de façons de traiter. Aussi, il y a aussi les polices qui sont plus ou moins grosses pour les personnes qui ont du mal à lire. Tous les réglages aujourd'hui sont possibles dans certains jeux vidéo, et je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet d'étendre les usages à tous les clients sans discrimination. Je me souviens dans une de mes missions, enfin une de mes premières missions d'ailleurs, on avait un collègue justement qui était malvoyant, donc qui avait un chien qui l'accompagnait, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux en fait, ce qui était possible en fait de faire pour l'inclure, dans le sens où il avait des écrans adaptés, il avait un emplacement adapté, il y avait même tout ce qu'il fallait pour son chien, et puis finalement pour avoir travaillé avec lui, il est au même niveau de compétence. Dans le sens, ça a dû être plus challengeant, j'imagine, pour lui, d'arriver à travailler là, à avoir ses diplômes, etc., pour travailler avec nous.
J'ai trouvé ça fabuleux et j'ai également eu un cas de neurodiversité, donc des personnes qui avaient des maladies en fait et qui arrivaient à trouver également des fonctionnements, que ce soit du 10 ou même autre chose. Hein. Oui, effectivement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Moi aussi, j'ai pu, comme je disais, être avec des personnes qui avaient des parcours différents. J'ai eu des personnes qui ont fait soit pas d'études, soit des études qui n'avaient rien à voir, genre de l'agronomie pour... Oui, j'ai eu de Ouais, toi l'agronomie aussi, aussi. voilà. Et c'est justement... Même une actrice. Bah, c'est top. Et pour moi, justement, cette diversité permet d'avoir derrière, auprès du client, une richesse qu'on apporte, une valeur qui est beaucoup plus intéressante. En ces temps de crise économique, crise écologique, crise machin, on allume la télé, il y a tout le temps des problèmes. Mais en fait, on a besoin justement de cette joie qui est envoyée par les entreprises. Et je trouve qu'il y en a deux qui me viennent directement en tête quand j'y pense. C'est Disney et Coca-Cola. Coca-Cola, toute leur publicité, c'est la fête, c'est fun, c'est les réunions de famille, c'est agréable, c'est jamais triste, sérieux ou quoi que ce soit. Et idem pour Disney, ils te vendent du rêve, un monde de fantasmes, etc. Et je trouve qu'ils le font très bien. Oui, effectivement, ça suffit avec la peur. On a suffisamment bavé pendant la période Covid et c'est vrai que c'est une facilité qu'on peut avoir en tant que marque pour se démarquer, c'est de dire on fait peur aux gens pour derrière les rassurer, leur dire vous inquiétez pas, on est là pour vous. Alors oui, c'est un argument qui peut être intéressant, mais comme tout le monde en use et en abuse, et ben au final, ça crée une sorte de communication généralisée de la peur. Et voilà, on vit dans un Et monde une stressant, anxiété, voilà, ouais, dans un monde anxieux, anxiogène. anxiogène, etc. C'est le fameux Bunny World. Et du coup, bah, voilà, il faut sortir de ça. Pour se démarquer aujourd'hui en tant que marque, bah, il faut réussir à, au contraire, être du côté de la joie, du côté de la bonne humeur et inspirer aussi l'optimisme. Les gens ont besoin de se sentir énergisés, se sentir en vie. Dans la même vibe, en fait. Pas exactement la même, mais on peut retrouver aussi les TED Talks qui vont, là pour le coup, nous inspirer, nous éduquer. Ça va souvent être des sujets positifs, en fait. C'est jamais catastrophiste. Oui, et d'ailleurs, effectivement, quand tu parles de Tony Robbins ou de TED Talks, de manière générale, tous utilisent cette logique, comme je disais, de parler à un moment donné de peur ou de parler de problématiques, etc. Donc c'est normal que ça arrive dans une discussion. Par contre, ça doit vraiment être un point de départ et un petit pourcentage de la discussion. N'en faites pas les 90% de votre communication. Je vois trop aujourd'hui de discours, notamment sur LinkedIn, voilà, des posts à rallonge où 80% du post c'est pour se plaindre et de donner une solution sur les 20 dernières phrases, les 20 dernières pourcentages de phrases. C'est pas suffisant, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est effectivement, vous pouvez exposer le problème, exposer une situation dramatique ou des choses comme ça, et rapidement avoir la majorité de votre poste qui est de l'optimisme et du positif suite à ça. Ouais, ça me fait penser aussi à tous les discours écologistes qui sont très négatifs, qui sont très catastrophistes. Ok, on est en train de foncer dans le mur. Donnez-moi des actions simples, faciles, réalisables, etc. Au lieu de passer le temps à itérer sur la problématique, passant aussi du temps à donner des solutions. Oui, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément que l'écologie a du mal à s'implanter dans la société. C'est parce que le taux de discours est trop alarmiste et n'est pas assez éducatif et optimiste. Alors moi, c'est avec un Moi, M le client. majuscule, moi. Voilà. Donc c'est-à-dire la notion de personnalisation et surtout arrêter de dire faites comme tout le monde ou toutes ces choses-là, ça marche plus aujourd'hui. Le client a besoin de se sentir privilégié. Ah, c'est rigolo parce qu'on a lu le même article en anglais et moi j'avais pas traduit exactement pareil. Donc moi c'était rendre tout invisible pour le client. Et donc ça m'a inspiré le côté UX, donc expérience utilisateur, ou customer centric, donc d'être centré sur l'utilisateur. Donc simplifier la vie du client, l'expérience d'achat soit la plus facile, que tout soit au plus simple, limite intuitif. Aujourd'hui, quand on amène une machine à la maison, il suffit de la brancher, d'appuyer sur un bouton. Enfin, tout le monde est capable de lancer une machine à laver, même s'il n'a pas le mode d'emploi en fait. Oui, tu as raison. Effectivement, rendre les choses fluides, c'est ça. Hein, c'est effectivement avoir un design qui simplifie la vie de tout le monde. C'est vrai que même aujourd'hui, hein, quand on veut démarrer une voiture, on appuie sur un bouton, alors qu'il y a une époque, il fallait tourner une manivelle. Donc,
Donc c'est clair que on voit qu'on se dirige vers là et que c'est ce qui est attendu de plus en plus. C'est le cas aussi notamment un des grands succès d'Apple avec l'iPhone, ça a été de créer des systèmes d'exploitation qui sont très intuitifs, très voilà, faciles à utiliser et pour n'importe qui. la reconnaissance faciale. Pour déverrouiller mon téléphone, j'ai plus besoin de taper de code, juste je le regarde et puis c'est bon. Exactement, et donc c'est ça qui a fait que le succès d'Apple, c'est que ça a attiré énormément de personnes qui n'étaient pas très fans ou ne connaissaient pas l'informatique et avaient juste besoin d'usage. Et c'est ça en fait le principe, c'est de se dire quel est l'usage pour la personne, et tout ce qui complexifie cet usage, on le cache. C'est une boîte noire. Ça me rappelle la dernière fois que j'ai commandé un appartement, enfin réservé un appartement sur Airbnb. J'étais juste sur le truc, j'ai choisi l'appartement, j'ai cliqué sur réserver, il était réservé. J'ai été surprise de ne pas avoir à saisir des données de carte bancaire, 40 validations, etc. Et sur Amazon, il me semble que c'est pareil. Bon, c'est toi qui fais toujours les commandes sur Amazon, mais c'est pareil, c'est du one click en fait. Oui, exactement. Et en fait, tout ça, ça contribue à se sentir mis en avant aussi en tant que consommateur, parce qu'on sent que la marque a pensé à nous, a pensé à la simplicité et en quelque sorte à se sentir VIP. Parce qu'on pense au VIP qui a son concierge qui lui fait tout et que pour lui la vie est simple. Bah, finalement, la marque joue un peu ce rôle-là pour le consommateur, faire en sorte de rendre la vie simple. Pareil pour la nourriture, qu'il n'y a plus besoin de préparer, d'acheter, de faire les courses, etc. Il y a plein de sites qui permettent de livrer, que ce soit les ingrédients ou voir les repas tout prêts. Attention cependant avec l'excès en fait, de simplification. Excès de simplification, excès de facilitation, bah, c'est ce que Facebook a fait. Et puis finalement, ils se retrouvent avec des problèmes de data, de confidentialité, etc. Ils simplifient les usages, certes, mais derrière, bah, ça ne respecte plus les lois partout. Notamment Threads qui n'est pas lancé en Europe justement parce que bah, ils veulent simplifier l'usage, mais ils se ferment tout un marché. À côté, on va retrouver aussi les Boeing 737 MAX où ils ont cherché de la simplification, mais il y a eu un manque de transparence, manque de formation et donc des incidents. Ou alors Zoom, tout simplement, l'outil qu'on utilise pour les visios régulièrement, pour faire nos réunions depuis quelques années, qui ont eu des problèmes au départ de sécurité, de confidentialité, etc. etc. Donc simplifier, oui, mais pas trop non plus. Oui, et puis ça dépend aussi de votre client cible, hein, tout simplement, parce que si votre client cible, ce sont des personnes mécaniciennes, geeks, etc., qui aiment bien farfouiller et la complexité, bah, si vous simplifiez pour eux, bah, ils iront voir ailleurs, tout simplement. Donc pensez aussi à ça. Et pour vous, de manière générale, s'il y a un conseil à tirer de là, c'est que le processus d'achat, dans tous les cas, doit être le raccourci au maximum. En tant qu'entrepreneur, il ne faut pas que la personne ait le temps de réfléchir et de reposer le produit. C'est pas une question de temps de réfléchir, c'est qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, il y a tellement de grandes marques qui ont simplifié le processus où il n'y a plus que 2-3 clics pour acheter. Si il faut 3 rendez-vous, plus un devis, plus un clic, plus des signatures, etc. En fait, les gens ils vont aller voir ailleurs, tout simplement. Donc pensez à ça. Moi, ce que ça m'inspire, en fait, donc accessibilité et surtout abordabilité, bah, tout simplement le démarrage en fait de Blablacar. Blablacar, bah, ça permet à tout le monde de se déplacer en voiture, avec son voisin, avec quelqu'un qui habite à côté. On va retrouver Uber également, qui va faciliter les transports. Là où les taxis c'est compliqué, on ne sait jamais quel numéro appeler, etc., etc. Là, il y a une application et c'est fait, c'est plié. Bien entendu, on va retrouver des marques de mode, hein, des H&M, des Primark, etc., qui vont faire la mode à des prix accessibles. On va retrouver aussi des téléphones, Xiaomi et tout ça, qui ont créé des smartphones qui sont relativement avancés et avec des belles fonctionnalités et finalement à un prix très accessible. Il existe aussi d'ailleurs des téléphones spécialement construits pour certaines situations de handicap ou des personnes âgées, voilà, avec par exemple des gros boutons ou un OS qui permet de facilement utiliser le téléphone. Ou le téléphone incassable aussi pour les gens très maladroits. Très maladroits ou qui ont une activité oui, de bâtiment, genre sur les chantiers, etc., des choses comme ça, ouais. où ils ont besoin de téléphones solides. Donc effectivement, tout ça, c'est hyper intéressant.
Encore une fois, tout ça, ça a pour but aussi l'inclusion de n'importe. On parlait de ce sujet dans l'axe numéro 3. Mais il y a aussi cette notion d'inclusion liée à la richesse, hein, et c'est pour ça que l'abordabilité est aussi très importante pour permettre aux gens de pouvoir acheter la marque. Par contre, évidemment, c'est pas le cas pour n'importe quelle marque. Quand on regarde par exemple le milieu du luxe, évidemment, on ne s'attend pas à avoir des sacs Chanel à 10 euros. L'abordabilité, Il y en a qui aimeraient bien, mais ça perdrait énormément de tout son prestige et même ça perdrait en la prestige, marque en valeur. ferait de moins de qualité aussi. C'est ça, il n'y aurait plus de qualité, plus de valeur. Et donc au final, ça n'a pas d'intérêt pour cette marque-là, en l'occurrence, de réduire ses tarifs ou d'avoir une notion d'accessibilité. Parce que le principe du luxe, c'est justement que ce ne soit pas accessible. C'est de créer quelque chose qui est unique, qui est confidentiel. Et donc c'est pour ça que oui, c'est vrai pour les marques grand public, mais dès lors que vous avez un positionnement luxe, là, évidemment, vous jouez avec vos propres règles. Il va y avoir un côté en fait négatif à cet aspect-là. C'est le côté je réduis les prix, je réduis la qualité. Et là, on retrouve ça dans le fast fashion, on va retrouver ça dans les fast food, on va retrouver ça dans des trucs genre Wish, voilà. Et en ce moment, avec c'est quoi, shrinkflation, c'est ça, shrinkflation? Oui, ils réduisent la taille ouais. en gardant le prix. Maintenant, comme on est en pleine inflation, les prix, c'est difficile de les réduire. Et donc, il y a une baisse de qualité ou de quantité, mais c'est le même principe, avec le prix qui, lui, ne bouge pas, donc c'est encore pire. Ouais. Il y a aussi un truc qui est assez négatif, une solution qui rend accessible, abordable, etc. C'est les prêts à la consommation. Les prêts à la consommation, en fait, oui, ça permet d'acheter les choses, oui, ça rend le paiement plus facile. Si je dois acheter ma voiture 100 € par mois plutôt que 20 000 € d'un coup, c'est quand même bien plus sympa. Enfin, je dis des chiffres au hasard parce que je sais pas j'ai pas fait mes maths. Le problème avec ces taux, justement, ces prêts à la conso, c'est que les taux vont être exorbitants. Et finalement, c'est pas bon non plus pour le consommateur qui va finir par percevoir en fait cette voiture qu'il a achetée. Bon, il a été heureux 3 minutes, mais au final, chaque début de mois, il est mal à l'aise, il est pas bien, il se demande comment il va payer son mois. Donc, tout à fait. Finalement, est-ce que c'était une si bonne idée en fait d'acheter Le prêt à la consommation, c'est un petit peu un piège. En revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui existe depuis une dizaine d'années à peu près pour beaucoup de marques. C'est la notion de transformer un produit en service. C'est le cas par exemple pour les imprimantes, avec la notion avec l'encre, on peut avoir un abonnement pour l'encre plutôt que d'aller l'acheter en magasin unitairement. Il y a la même chose pour la machine à café, où on peut être abonné pour recevoir des capsules tous les mois par exemple. C'est le cas aussi pour le leasing en voiture, c'est-à-dire le fait d'avoir une location plutôt que d'acheter une voiture. Tout ça, ça apporte énormément d'accessibilité parce que pour pouvoir avoir une voiture, il n'y a plus qu'à avoir 150 € par mois de disponible plutôt que de devoir dépenser d'un coup 10 000 € ou plus. Alors, j'aime beaucoup l'idée parce que en fait, c'est positif à la fois pour le client et à la fois pour la marque. Dans le sens où, par exemple, si on prend l'exemple de la cartouche d'encre, moi j'y ai adhéré. Parce que tout simplement, je reçois ma cartouche avant qu'elle soit quelques semaines ou quelques mois avant que l'ancienne soit vide. Et ce qui est positif, c'est que derrière, je ne paye que ce que je consomme. Alors qu'avant, j'achetais une cartouche, j'imprimais 3 feuilles et puis je l'oubliais pendant 6 mois, ce qui faisait que la cartouche séchait. Et puis 6 mois plus tard, je devais retourner acheter une cartouche à 30 ou 60 € les 2 cartouches. Enfin, tout ça pour imprimer 3 feuilles, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que pour la marque, ça améliore la fidélisation, la rétention client, tout ça, c'est... L'ARR L'ARR, tout simplement, générale, ils ont des revenus récurrents, ce qui leur permet d'avoir de la trésorerie, ce qui leur permet d'avoir de la stabilité, et puis de pouvoir investir, etc. Tout à fait. Alors par contre, il y a un point négatif là-dedans, c'est que petit à petit, on arrive dans une société où il y a une dilution de la propriété privée. Alors je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus, parce que petit à petit, tout ce qu'on a chez nous, c'est de la location. C'est plus notre... on achète de la liberté. On loue un appartement ou une maison pour pouvoir voyager, se déplacer, etc. On loue une voiture pour pouvoir en changer quand on veut et puis partir en voyage et puis la rendre et puis peu importe. Et puis au final, oui,
Oui, c'est vrai qu'on n'investit plus, on ne possède plus. Euh, il faut en tout cas côté consommateur faire attention à investir. Bah, c'est un exemple simple, c'est par exemple Netflix. Netflix, c'est une plateforme où on a une location pour regarder des tonnes de séries et de films. Sauf qu'en fait, Netflix décide de ce qu'il met sur sa plateforme. Donc ça veut dire que le film qu'on regarde sur Netflix, ou qu'on se dit on va le regarder demain ou la semaine prochaine, bah, la semaine prochaine peut-être qu'il y est plus sur Netflix. Donc en fait, ce film ne nous appartient pas. Ça appartient à Netflix. Et du coup, bah, faut en avoir conscience hein, quand on est abonné à ce genre de plateforme. On n'est plus du tout possesseur du contenu. Pour moi, la première chose, c'est de ne pas imposer les choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on arrive dans une ère, c'est bizarre de dire ça, on arrive à un moment où les gens, effectivement, ont besoin de se personnaliser eux-mêmes leur pourquoi, comme tu disais, leur but, leur parcours. Et du coup, il faut créer cette liberté-là en tant que marque. Donc, la plateforme est intéressante parce que ça permet effectivement d'avoir ce genre de liberté. Mais on peut le voir aussi sur une façon de personnaliser aussi un produit. Il y a notamment une start-up française, je ne me rappelle plus du nom, on pourra le retrouver au montage, qui a créé un téléphone qui se construit un peu comme des Lego. C'est-à-dire qu'on peut acheter des composants, se construire son téléphone, son smartphone, et voilà, installer le logiciel qui va bien, et on a un smartphone sur mesure où on a choisi les composants qu'on voulait, est-ce que c'est une bonne caméra ou pas, tout ça, c'est selon notre besoin. Et on a le téléphone qui nous correspond. Et je trouve ça à la fois intéressant d'un point de vue écologique et en même temps d'un point de vue personnalisation de l'usage. Moi, ça m'inspirait plutôt en fait YouTube, Shopify. En fait, YouTube va permettre à tous les créateurs de venir et s'exprimer, réaliser leur pourquoi. Si t'es pas formé pour être acteur, aller devenir acteur, présentateur télé, etc., etc., tu peux quand même présenter ton émission sur YouTube et puis finalement devenir grand et puis inviter des présidents à faire des interviews avec toi. Il y a Shopify également. Shopify, donc, qui va permettre aux gens ou Amazon, hein, tout simplement, des trucs comme ça, ils vont permettre aux gens de se lancer en tant qu'entrepreneur, en tant que business, etc. Et finalement, c'est très accessible. Nous aussi, on utilise des outils hein, comme System.io qui vont être une plateforme en fait pour devenir un formateur. Du côté négatif, on va retrouver des pratiques qui ne sont pas forcément adaptées ou des dérives qu'on n'a pas forcément anticipées. Par exemple, Uber qui va rencontrer des problèmes de réglementation selon les pays ou des problèmes avec les taxis de certains pays. On va retrouver Airbnb qui va se retrouver avec des locations illégales, etc. Airbnb a ouvert quand même le métier de l'immobilier et de la location immobilière à même des gens qui partent juste en vacances, en fait, qui ont leur appartement à louer. Uber a ouvert quand même le métier de chauffeur, en fait, à des gens qui n'ont pas les licences de taxi. C'est vrai que on peut voir ça comme des problématiques ou comme de la créativité. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de dire que, oui, on crée en tant que marque des produits, mais ces produits-là, tant qu'ils n'ont pas été à l'épreuve de l'usage, ils peuvent devenir n'importe quoi. Et c'est justement à l'usage... C'est fou comme les gens ont de l'imagination, quand même. Exactement. Et il ne faut pas s'en offusquer. Justement, il faut voir ça comme des opportunités. Il y a une anecdote assez intéressante sur les caddies, par exemple, où un caddie pour un Carrefour, un Auchan, peu importe la marque, pour faire ses courses, on voit hein, de petit à petit, d'année en année, on a des caddies qui s'améliorent, qui sont plus solides, qui roulent mieux, qui sont plus maniables, etc. etc. Tout ça, en fait, il s'est réfléchi à la base pour le consommateur qui va faire ses courses. Sauf que y a un usage qui a été popularisé, si je pouvais détourné. Dire ça, détourné, voilà, on va dire. Finalement, les plus gros utilisateurs de caddie aujourd'hui, ce sont les personnes sans abri. Oui, ils en font. C'est à la fois leur caravane, leur maison. Voilà, ils transportent leurs objets avec et ils les utilisent à un niveau bien plus important. Sur tous les terrains. Voilà, sur tous les terrains, c'est du CTT, caddie tout terrain. Donc, lorsqu'on améliore les caddies, aujourd'hui, on pose la question aux sans-abri
on les observe en tout cas pour voir quels sont leurs usages, pour pouvoir améliorer aussi les caddies de cette manière-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc c'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est vraiment comment dire, votre produit ne vous appartient plus à partir du moment où il est sur le marché. Donc à vous de voir comment il est utilisé et ensuite vous améliorez-le dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'en gros, oui, on peut faire du bien. Les marques peuvent faire du bien. Faire du bien, c'est quoi? Ça peut être effectivement soutenir des associations publiques, ça peut être aider une population particulière, ça peut être envoyer aller planter des arbres dans un endroit déforesté, envoyer de l'eau dans un endroit où les personnes ont soif. Le problème, c'est de le faire sans que ça crée de drame. Et le drame, il peut arriver facilement, on va dire, surtout aujourd'hui en France, avec les critiques. Pas que, enfin. Mais oui, un peu Drame partout. ou scandale. Ou les scandales. Et pour ça, en fait, le principal, hein, c'est de travailler sur la transparence. Moi, j'ai un exemple très, très récent. Hein. Je pense que vous avez tous entendu parler récemment de la crise des Restos du Cœur, avec le fait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir nourrir toutes les personnes là en cet hiver 2023. Donc ils ont fait des appels aux dons. Et il y a eu notamment Bernard Arnault, donc le dirigeant de LVMH, qui a fait un don de un peu plus de 10 millions, je crois, 10 millions d'euros pour les Restos du Cœur. Et ça a créé un scandale. Ça a créé un scandale. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le scandale qui a été créé, mais en tout cas, il y a ce rejet finalement d'une partie de la population sur le fait qu'il y a eu ce don. Tout ça, pourquoi il y a ce scandale? C'est parce qu'effectivement, ça manque un tout petit peu de transparence sur ce fonctionnement-là. Ça manque peut-être aussi un peu d'humour et d'humilité. C'est-à-dire que c'est ce qu'attendent les gens, c'est une forme d'humilité. Lorsqu'on fait un don, il faut accepter tout simplement que ce ne sera pas suffisant, qu'on est là en l'occurrence un parmi d'autres et que on fait du mieux qu'on peut. Donc moi j'ai identifié quelques marques dans ce cas-là. Donc on va retrouver par exemple Patagonia, Ben & Jerry's qui sont engagés socialement. Ou alors on va retrouver les voitures Tesla hein, que tout le monde connaît, qui ont pour objectif d'être électriques, écologie, etc. Côté négatif, alors je sais plus exactement la marque, il me semble que c'était Volkswagen qui avait fait un sacré scandale sur les émissions des voitures il y a quelques années. Et puis on va avoir tout simplement des marques de fast fashion en fait qui vont commencer à sortir des marques vertes entre soi-disant. Sauf que en fait c'est du greenwashing parce que en fait ils vont t'expliquer qu'il y a une partie toute petite du cycle qui se passe bien, mais en fait tout le reste c'est absolument pas bon. Les conditions de travail des personnes qui vont y contribuer sont absolument pas bonnes, etc. Le public va en déduire que tout se passe bien, tout est bon pour l'environnement, pour le travail, pour la société, etc. Alors qu'en fait c'est absolument pas le cas. Ouais, en fait, de manière générale, il faut faire attention à cette notion de RSE. La RSE, c'est bien, il faut s'en occuper. Il y a d'ailleurs des obligations en France. Mais ne le faites pas justement par obligation. Faites-le par conviction. Faites-le par honnêteté. Et c'est là que ça fonctionnera en tant que marque pour éviter justement les drames et les scandales. Aujourd'hui, il y a des téléphones, il y a des caméras, il y a des micros partout. Oui. Internet, enfin, c'est devenu quasiment impossible en fait de cacher quelque chose qui est mal fait. Donc autant être honnête, dire qu'on s'améliore, dire qu'on participe, que c'est 80% écologique, 80% voilà, plutôt que de dire... Oui, et puis il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de dire non plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... dire qu'on éteint la lumière tous les soirs avant de partir, c'est tellement évident que si on le dit, c'est bizarre. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Donc il vaut mieux ne pas le dire, tout simplement. Ça doit être normal. C'était les 8 axes de réflexion pour les marques significatives selon Havas et surtout selon nous, du coup, par rapport à nos exemples et à notre ressenti. N'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous a plu et on a plein d'autres idées pour des sujets d'actualité de ce type-là et pour les commenter. Donc voilà, dites-nous en commentaire si ça vous plaît.